Donc bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je suis Emmanuel Ferrand, je suis thérapeute à Martillac depuis 4 ans maintenant. J'ai été formé il y a 6 ou 7 ans. La détoxination émotionnelle et informationnelle est une thérapie vague, une thérapie énergétique qui a été mise au point par un homme qui s'appelle Jacob Vladimir Balgan. Cet homme a un parcours de psy, puis d'ethnomédecine. Au cours de son parcours, il a étudié la médecine chinoise, la kinésio, la PNL, le FT, le décodage biologique également. Et durant les 25 années où il a été chercheur et thérapeute, il a fait un peu sa sauce avec tout ça. Et lorsqu'il a structuré ces différentes années de thérapie, de formation, il a, on va dire, accouché, en tout cas co-créé cette technique, qui est une thérapie brève sans être une technique qu'on appelle l'ADI. Avant de rentrer dans les détails de l'ADI, je vais passer sur quelques aspects que je pense que vous connaissez pour la plupart, puisque vous faites du yoga, qui sont un peu les différents... Non, bah, ça va être ça. La boîte à outils, comme un plombier, il y a différents outils, mais là c'est un peu pareil, la boîte à outils d'un thérapeute, on a différents outils dedans, et certains viennent compléter cette technique de l'ADI. Le premier aspect dont je vais vous parler, c'est l'aspect que nous sommes des êtres énergétiques. Donc en médecine chinoise, en philosophie orientale, depuis plus de 3000 ans, on parle de méridiens énergétiques avec des points d'acupuncture. On retrouve ça pour ceux qui pratiquent le yoga, où effectivement il y a une circulation énergétique en nous. Certains ont défini plusieurs corps énergétiques, tels que le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Et l'ensemble du rayonnement de ces corps est appelé l'aura. Aujourd'hui, ça va bien plus loin qu'une philosophie orientale, puisque la médecine quantique et la physique quantique ont prouvé qu'on était en fait en réalité des champs énergétiques, un peu comme un champ électromagnétique. Et que même nos cellules, nos os, sont en réalité des particules énergétiques qui interagissent entre elles. L'ensemble de ces champs est un vecteur d'information. C'est-à-dire que vraiment, il y a de l'information qui vous appartient à chacun, qui vous est propre, qui fait partie de votre histoire, avec vos blessures, vos moments de joie. Il y a même des expériences qui ont été faites en physique quantique pour essayer de savoir où était la mémoire. Donc ils ont fait des expériences atroces au niveau des rats, où ils ont enlevé morceau par morceau des bouts du cerveau pour savoir où se trouvait la mémoire. Et ils se sont rendus compte qu'une fois qu'ils avaient enlevé tous les morceaux, eh bien, la mémoire n'était pas là. Ils se sont rendus compte qu'elle était dans ce champ énergétique. Donc nous sommes bel et bien des êtres énergétiques et la circulation énergétique de l'être est très importante. C'est un fondement de la vie. Lorsqu'on est vivant, on bouge, ça circule. Lorsqu'on est mort, ça bouge. Pour notre santé, c'est la même chose. Si l'énergie circule en nous, on est en bonne santé. Dès qu'il commence à y avoir des stagnations énergétiques, des blocages, là arrive le mal-être. Et si ces stagnations sont importantes, on va développer la maladie. Donc ça, c'est un premier aspect sur lequel je voulais... Voilà, vraiment que vous soyez conscients que nous sommes des êtres énergétiques porteurs d'informations. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire là-dessus? Donc, comme je vous le disais, il y a des stagnations énergétiques qui vont amener à un état de mal-être, et plus profondément, lorsque ça dure dans le temps, qui va développer la maladie. Il y a deux aspects importants qui font qu'on va avoir des stagnations énergétiques dans nos corps. C'est des événements douloureux de la vie. Excusez-moi. Oui. Vous parlez un tout petit peu plus fort? Oui, je peux essayer. Ouais. D'accord, merci. Donc je disais, par rapport aux stagnations énergétiques qui créent le mal-être puis la maladie, il y a deux impacts importants à mes yeux qui sont là-dedans, qui vont être moteurs, qui vont générer une stagnation énergétique, un blocage du coup de l'énergie. Un des aspects, ce sont les projections des adultes sur les enfants. Un cas très courant, c'est un petit enfant qui tombe ou qui se blesse, on va dire, et puis il a envie de pleurer, et là tout d'un coup on va lui dire « Sois fort, t'es un homme, ne pleure pas ». Donc là il y a l'adulte qui va projeter, littéralement, et au niveau de l'énergie ça se passe comme ça, il y a vraiment une projection énergétique sur l'enfant. Et l'enfant va dire « Ok, je m'écoutais intérieurement, j'avais une émotion à vivre, et tout d'un coup on me dit non, être un humain c'est se bloquer, c'est se couper ». Donc la projection des adultes sur les enfants va faire qu'on va tout d'un coup cristalliser quelque chose, une information en nous, et petit à petit, cette information va être source de maladie.
Donc la projection des adultes sur les enfants est une des causes importantes de notre mal-être. Un deuxième aspect, c'est une injonction intérieure, c'est-à-dire, on va prendre un exemple simple, une petite fille à 4 ans en train de jouer en allumant le gaz dans la cuisine de sa mère et s'imagine en train de jouer autour d'un feu de camp avec des amis. Elle se prend pour une indienne. La mère rentre dans la cuisine, s'inquiète et affolée retire brusquement l'enfant et à ce moment-là, la retire de son jeu et de son univers dans lequel elle était. Là, l'enfant vit un choc et intérieurement, elle se dit « j'ai fait quelque chose de mal. Jouer avec le feu, me retrouver autour d'un feu avec des amis, c'est pas bien. Ça a fait peur à maman, donc c'est un signal d'alerte, je me coupe de ça. » Et là, elle va cristalliser une information en elle, qui va pareil faire des blocages. Donc, un blocage, une projection, c'est pas un problème. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on en a de plus en plus qui vont venir s'accumuler. Donc voilà deux éléments importants pour lesquels on a des stagnations énergétiques qui vont causer dans l'avenir des maladies. Un autre point, pour sortir un peu du milieu énergétique, qui me semble important, c'est la puissance de l'esprit et de l'intention chez l'homme. Ça va mieux au niveau de la voix au fond? On entend mieux? D'accord. Si je demande à chacun d'entre vous dans la salle de porter son attention sur son pied gauche, je pense que la plupart d'entre vous sont capables de le faire. De se dire, ok, je porte attention sur mon pied gauche, je porte une intention dessus, et là, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir sentir si c'est chaud, si c'est froid, s'il y a des endroits qui sont douloureux dans ce pied, si ça circule bien. Les perceptions vont être différentes pour chacun, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre esprit n'a besoin d'aucune technique pour porter une attention particulière à un endroit donné de notre être. Ça, c'est un autre élément qu'on utilise au niveau de l'ADI, vous allez comprendre après pourquoi. En tout cas, ce pouvoir de l'intention et ce pouvoir de l'esprit de pouvoir se focaliser sur une partie de notre être. On peut prendre un autre exemple qui n'est pas physique. Si je vous demande de souvenir, de vous rappeler un moment heureux dans votre vie, la plupart des gens vont pouvoir rentrer en contact avec une mémoire, avec une information qui leur appartient, qui est propre. Donc là, on se rend compte qu'il y a quand même un aspect où on ne nous a jamais appris à le faire, et pourtant ça fonctionne. On a un esprit qui est puissant. Aujourd'hui, on n'en connaît pas encore les limites, mais l'intention est un outil puissant également en termes de thérapie. Un autre outil qu'on retrouve un peu dans la boîte à outils du thérapeute et qui a amené, qui a participé à la création de cette technique qui est l'ADI, c'est le décodage biologique. Autant l'intention permet à la personne qui est accompagnée d'avoir une vision interne à lui-même, autant le décodage biologique va apporter un regard extérieur, va permettre de voir des choses que l'inconscient dit, des choses qui ne sont du langage de l'ordre du non-verbal. On sait que dans la communication, moins de 10% appartient aux mots, plus de 30% à l'intention et 50% au langage corporel. Donc pour communiquer, on est à plus de 90%, on utilise quelque chose qui n'est pas verbal. Et effectivement, ce regard extérieur que le thérapeute va avoir, avec l'entraînement, avec l'habitude, va apporter des informations. Lorsque quelqu'un vient me voir, il me dit, voilà, bon, ça va, et puis je vais lui poser une question, et sinon, ça va bien avec votre grand-mère? Il va me faire, oui, oui. Là, il y a deux messages importants. C'est-à-dire que d'un côté, il dit oui, oui, mais de l'autre côté, le corps se met en recul et se ferme. Donc, il y a une contradiction quelque part. Il y a intérieurement quelque chose qui fait qu'il y a un conflit. Donc, c'est un aspect aussi qui sert dans l'ADI, c'est-à-dire d'avoir ce regard extérieur grâce aux outils du décodage biologique. Un autre aspect, le dernier outil dont je veux vous parler avant de rentrer dans le vif du sujet de l'ADI, c'est la notion de reprogrammation d'informations. Tout ce qui est de l'ordre de la déprogrammation cellulaire et de réinformer les cellules et en tout cas les informations dans nos particules énergétiques. Donc là, on connaît de nombreux outils aujourd'hui tels que la PNL, l'EFT, le MDR ou encore la kinésiologie utilisent ces moyens-là où on va pouvoir, du moment qu'on connaît l'information à déprogrammer, l'extraire de l'être pour mettre une information beaucoup plus positive qui va rayonner différemment et qui va participer à une recirculation énergétique dans l'être. Bon. Donc, voilà. Est-ce que jusque-là, même si ce n'est pas le moment des questions-réponses, ça va, c'est clair, c'est compréhensible? Ok. Bon.
Donc l'ADI, la détoxination émotionnelle informationnelle, est une thérapie brève énergétique qui est toute jeune, puisqu'elle a été inventée courant 2011. Peu de gens la pratiquent aujourd'hui et peu de gens y sont formés. C'est quelque chose qui a été mis au point en France. Donc par cet homme qui s'appelle Valden. Je vais commencer par vous montrer les différentes étapes de cette thérapie énergétique. Le point de départ, c'est la personne qui vient. C'est la personne qui vient avec ce qu'elle est, avec sa problématique, soit une douleur physique, soit une douleur émotionnelle, un schéma récurrent dans sa vie. En tout cas, il y a une volonté de changer quelque chose qui ne va pas, quelque chose que l'on dit comme un mal-être. Ça, c'est le point de départ. Une fois que la personne arrive, elle va présenter un petit peu son mal-être, très brièvement. Ça ne sert à rien dans l'ADI d'écouter pendant un quart d'heure, même une heure. On n'est pas un psy, on n'est pas là pour que la personne déblatte. On a juste besoin de capter qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les mots qui résonnent en elle, quelles sont la fréquence d'information qui va toujours ressortir de cet échange. Donc on a un point de départ qui est le mal-être de la personne. Un deuxième point, ça va être d'extraire, de sortir les couches émotionnelles qu'on a mis sur la cause profonde du mal-être. D'où le nom de détoxination émotionnelle. C'est-à-dire que couche après couche, on va sortir la culpabilité, on va sortir des colères, on va sortir des peurs. Et une fois que toutes les émotions seront sorties, on aura accès au prochain niveau qui va être la détoxination informationnelle. Une fois que les émotions ne sont plus là, c'est beaucoup plus facile pour la personne de rentrer en contact avec l'information, la croyance ou la valeur qui cause son mal-être, qui a cristallisé l'énergie en elle. Une fois qu'on a atteint ce stade de l'information, on va pouvoir l'amener pour que la personne la voie en conscience. On l'accompagne là-dedans, que vraiment tout d'un coup elle prenne conscience que, effectivement, c'est peut-être à 4 ans, quand sa mère l'a extrait brutalement de devant le feu, que là il s'est passé quelque chose et qu'elle a eu peur. Il y a eu un traumatisme intérieur. Une fois que la détoxination informationnelle est faite, qu'on a identifié la croyance, on va pouvoir la sortir de l'être, de l'ensemble de son champ énergétique, et mettre à la place une information positive. Mettre quelque chose qui est plus juste pour elle, qui lui parle, qui lui colle dans son parcours, dans son histoire. On va la reconnecter avec sa partie la plus profonde de laquelle elle s'est coupée au moment du traumatisme. Ça s'arrête là. Après, c'est la fin de la séance. C'est aussi simple que ça, d'un point de vue théorique. Il y a des limites quand même à cette technique. Pas une technique, en tout cas à cette pratique, à cette thérapie. Et il y a aussi 2 secrets, ce que j'appelle 2 secrets. Le premier secret, c'est comme je l'ai dit, il n'y a pas de technique. Il n'y a aucun protocole. Comme on peut le trouver dans la kinésio, ou le FT, ou le MDR. Ce se fait simplement par de simples injonctions verbales. On demande. Je demande que la colère sorte de moi. Ça part du principe simple, c'est qu'enfant, on n'a utilisé aucun protocole pour se détruire. Aucun protocole pour faire une stagnation d'énergie. Aucun protocole pour bloquer tout d'un coup une énergie vitale qui est en nous et qui va se bloquer. Si on n'en a pas besoin pour s'autodétruire, on n'en a pas besoin pour se guérir. C'est le constat qu'a fait en fait Jacob Vladimir Balga. Il disait toutes ces techniques sont bien, elles marchent bien, mais c'est des techniques d'adultes qui ont été cassés dans leur enfance et qui essaient de ramener avec leur mental ego brisé une technique. Il a extrait tout ça et il est allé à l'essentiel et s'est mis à la place comme s'il était un enfant. Comment ça se passe à ce niveau-là? Comment ça se passe au niveau de l'être? Et du coup, il n'y a pas de protocole. Ça marche par simple injonction verbale. C'est tout. Ça, c'est la première chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de technique pour s'autodétruire, il n'y a pas besoin de technique pour se guérir. Le deuxième secret, c'est qu'il faut une écoute empathique vis-à-vis du thérapeute. Il faut une capacité du thérapeute vraiment d'être en empathie avec la personne qui vient, accueillir tout ce qu'elle est, sans jugement. Être dans la capacité de se mettre à sa place, de ressentir au plus près de ce qu'elle peut être. S'il n'y a pas d'écoute empathique, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. L'ADI ne fonctionne pas. D'autres techniques marcheront, peut-être, mais en tout cas, celle-ci ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas de relation à la personne, il n'y a pas de relation à l'être qui s'installe. On n'est pas un charpentier quand on est thérapeute. Qu'on soit accompagnant ou accompagné, on est dans un domaine de relation humaine, de relation au bonheur, de relation à son mal-être. Donc il y a quelque chose de profond. S'il n'y a pas une empathie, un lien empathique qui se crée, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est les 2 aspects, pas de technique et pas d'écoute empathique. C'est pas la peine, ça ne marchera pas. Alors les limites.
Les limites de la thérapie DI ne sont pas en la thérapie elle-même, mais elles sont, comme je le disais juste avant, dans le thérapeute. Je ne pourrai accompagner quelqu'un, ou quel que soit le thérapeute, il ne pourra accompagner quelqu'un jusqu'à une transformation profonde de sa problématique que s'il l'a déjà dépassée. Je ne peux pas accompagner quelqu'un à passer au-delà de sa peur de sa sexualité si moi je n'ai pas déjà dépassé ça, si moi je ne suis pas déjà passé par là. Je ne vois pas comment un maçon qui est au stade de CAP va pouvoir construire un mur et m'apprendre à le faire si lui ne sait pas le faire. Donc la limite, elle est dans le thérapeute. Mais la vie étant bien faite, il y a toujours une résonance, on trouve toujours le bon thérapeute. Même si c'est pour comprendre qu'on ne s'est pas écouté et qu'il fallait en choisir un autre. Ça arrive. Mais en tout cas, la limite d'un ADI, elle est là. Elle est vraiment dans le thérapeute. Si lui n'a pas transformé lui-même ses capacités, ses problématiques, s'il n'est pas allé voir ses problèmes de type, s'il n'est pas allé voir ses peurs profondes, il n'est pas en capacité d'accompagner. Alors si, il peut, mais ça n'arrivera jamais jusqu'à une guérison totale. Il va le garder pendant des années, la personne va revenir. Elle ne sera jamais en état d'autonomie. Pour moi, ce n'est pas la vision que j'ai du thérapeute. La vision que j'en ai, c'est que la personne, au bout d'un moment, elle doit être autonome. Elle doit comprendre ce qui s'est passé dans sa vie. Elle ne doit plus avoir besoin de lui. Il arrive un moment, il ne peut plus l'aider, l'accompagner, il doit aller voir quelqu'un d'autre, qui aura transformé sa problématique qu'il est en train de traiter, mais que la personne ne peut plus aider. Parce que le thérapeute est bloqué dessus. On est tous humains, y compris les thérapeutes. Alors l'ADI, pour qui, pourquoi? Ça en découle, l'ADI, c'est pour tout le monde. Que ce soit enfant, 3e âge, 10 ans, sourd, muet, aveugle, noir, blanc, ça peut fonctionner avec tout le monde. Du moment qu'on trouve la personne en face, le thérapeute qui fonctionne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut traiter avec? Quasiment tout. Du moment que le thérapeute a déjà dépassé ses propres limites. Donc ça peut être dépassement des peurs de la sexualité, ça peut être des gens sont venus me voir pour être accompagnés pour recevoir un héritage. C'était douloureux, difficile pour eux de recevoir une grosse somme d'argent et un héritage. D'autres sont venus pour mieux vivre la relation qu'ils avaient avec une mère qu'ils jugeaient tyrannique. D'autres sont venus parce qu'ils avaient vécu un inceste. D'autres sont venus parce qu'il y avait une problématique avec un père absent. Peu importe la raison. En tout cas, ça fonctionne. D'autres sont venus parce qu'ils avaient une entorse. Peu importe avec quoi la personne arrive, ce qu'elle arrive, ça va être le bout de la pelote de laine sur lequel on va s'appuyer pour découvrir ensemble son histoire. Je ne suis pas un devin, je ne sais jamais ce que je vais faire avant. Et je ne sais jamais de quoi a besoin la personne. C'est toujours elle qui me le dit, à travers ses mots, ses gestes, ses expressions, ses ressentis. En fait, c'est la personne qui me guide pour l'accompagner. Donc ça marche à peu près pour tout le monde. Donc dernier point important pour finir cette partie théorique, la seule personne qui est capable de vous détruire, c'est vous-même. Vous êtes l'unique responsable de votre vie. Et donc vous êtes l'unique responsable de votre guérison. C'est à vous de la prendre en main. Vous pouvez attendre, on peut me dire non mais c'est mon père qui m'a dit de faire comme ça, c'est mon instinct qui m'a dit qu'on écrivait comme ça. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a que vous qui avez décidé d'écouter ou pas ce que vous dit la personne. Il n'y a que vous, en votre fort intérieur, même si c'est sous de fortes pressions, qui avez décidé. Le libre arbitre est accessible à tout le monde sur cette planète. Donc voilà, le dernier point important, vous êtes votre propre guérisseur et vous êtes votre propre malade. C'est à vous de vous prendre. Donc voilà pour la partie théorique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être volontaire pour participer à une EDI en live?